déjà, je vais laisser Cyril démarrer, puisque c'est lui, en fait, le grand ordonnateur. Donc, je vais te laisser raconter, on va dire, la première partie de l'histoire, de manière résumée, quand même. Et moi, je poursuivrai, si tu veux. En 2 minutes. Bonsoir à tous. À la base, moi, j'avais un festival de cinéma à Lyon, enfin, j'ai toujours d'ailleurs, qui s'appelle Investigation Collective, comme c'était là en début de séance. Je le faisais, donc ça fait un petit moment déjà, et je suis venu m'installer à Paris. Et en allant un jour présenter le catalogue habituellement à Fausto, chaque année je venais le catalogue parce qu'il y avait Mad Louise en partenaire. J'ai rencontré Gérard Cohen, son directeur de publication, qui me fait comprendre qu'ils auraient voulu un jour monter un festival de cinéma, qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire, mais c'était un truc qui leur trottait dans la tête. J'ai pris ça pour un appel du pied, et finalement ça n'en était pas un, c'était juste qu'il me parlait comme ça, il n'avait pas spécialement voulu me dire quelque chose, mais j'en parle à Fausto, je lui fais écoute, moi le festival est le week-end de Pâques, entre 2 festivals il y a 1 an, et si c'est écarté de 6 mois, ça serait bien de faire un festival à Paris, ça me dirait bien quoi. Et il trouvait l'idée chatoyante, et on en parle à Gérard, et c'était en juin 2011, réellement en juin 2011, et la première édition a eu lieu en novembre 2011. Donc en quelques mois, on a eu le temps de trouver un nom, voilà le pif, voilà. Avec 3F, ça c'est parce que c'est inspiré des NIF et BIF, c'était une volonté de s'inscrire dans une typologie de festival connu, en IF, voilà, le TIF aussi, et du coup, voilà, il a fallu monter une équipe parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le festival est affilié à Mad Louise, mais c'est quand même une entité indépendante, c'est une association loi 1901 avec quasiment 90% de gens, 95% de gens qui ne bossent pas Mad Louise. Les seuls de Mad Louise qui bossent au PIF, ce sont Fausto et Gérard Cohen. Après, depuis, il y a d'autres gens qui sont arrivés, comme Isabelle, la maquettiste de Mad Louise, qui fait aussi la maquette du catalogue et du dépliant. Mais globalement, c'est des gens indépendamment, des gens d'ailleurs qui bossent dans l'industrie. On a des gens qui travaillent chez SND, chez Canal+, voilà, on a plein de gens de différents endroits. Et en fait, c'est tous des gens qui peut-être s'ennuyaient un petit peu dans leur travail quotidien, qui ont envie de faire quelque chose d'autre et d'être un peu, on va dire, indépendant, de faire ça comme ils avaient envie de le faire, parce que souvent au travail on a des contraintes, et là au moins on en a beaucoup moins. Donc voilà, on a eu l'idée de faire ce festival-là parce qu'il manquait à Paris, il y avait l'étrange festival, qui est toujours là, mais un festival purement fantastique, on va dire grand public, ça manquait. Il y avait le festival du Grand Rex il y a plus de 30 ans, et voilà, depuis il n'y avait rien, et on l'a lancé, et vu que l'engouement était tout de suite très très présent, on s'est dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée d'avoir fait. Et cette année, ce sera la 9e édition, voilà, il faut que je vais être 9e cette année. C'est un bon résumé, je vois pas trop ce que je pourrais ajouter, si ce n'est que, effectivement, en fait, chez MAD, on organisait déjà des projections de manière assez sporadique. On organisait un événement où il y avait strictement personne, qui s'appelait les Minutes de l'Opéra, au cinéma Gaumont Opéra. On a fait des séances, et je me souviens, Henri, portrait d'un serial killer, il y avait 4 personnes dans la salle, dont 2 potes. Donc c'était vraiment un flop total, alors que l'idée c'était vraiment de créer des séances de minuit, de les présenter, de faire même parfois un petit débat après, sauf que bon, un débat avec une personne qui est restée et puis les autres qui sont partis prendre leur dernier métro, c'est toujours un peu compliqué. Et effectivement, l'idée de faire événementiel, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas de montrer des films dans un premier temps à nos lecteurs et puis ensuite à des gens qui aiment le cinéma tout simplement, c'était quelque chose qui nous trottait en tête. Et c'est vrai qu'on avait un très bon contact à l'époque avec le Gaumont Opéra Capucine, cinéma dans lequel il y avait ces projections, donc les mini d'opéra qui étaient organisées. Il y a quand même eu quelques séances qui ont fonctionné. Là je parle de la pire séance qui n'a jamais eu lieu, mais voilà, on a fait de belles avant-premières, Enter the Void, Piranha 3D, tout ça, etc. C'était assez sympa. Là, il y avait vraiment du monde. Mais alors, dès qu'on était sur, on va dire, du semi-patrimoine, c'était beaucoup plus compliqué. Et il s'avère que c'était le plus simple pour nous d'organiser un festival dans ce cinéma-là, parce que l'exploitante, à l'époque, nous connaissait très bien. Donc, on a eu très vite, en fait, accès au Gaumont Opéra Capucine. C'était très bien pour nous, parce que techniquement, les salles étaient parfaites. En revanche, il y avait effectivement ce petit souci, c'est que dans nos rêves les plus fous, on va dire, on aurait aimé avoir un cinéma rien que pour nous, parce que c'est beaucoup plus simple en fait d'investir intégralement les lieux pour pouvoir justement brander une salle aux couleurs du festival. Là, on était quand même dans une sorte de petit multiplex, mais on avait réussi quand même à créer une sorte de passage et à retrouver une ambiance de festival. Malgré les autres projections, il y avait Intouchable la première année. Mais en fait, c'était pas mal aussi d'un côté, puisqu'il y avait parfois un public qui se perdait pour aller voir Intouchable, et puis qui tombait sur une affiche du PIF, et puis il se disait c'est quoi ce truc, et qui rentrait pas dans la salle, non, malheureusement. Mais voilà, donc en tout cas, quand on fait un magazine spécialisé, c'est hyper logique de vouloir. C'est même pas une question de passer à l'étape supérieure, parce que c'est même pas une forme de stade suivant, c'est simplement montrer les films dont on parle en réalité. Voilà,
c'est très concret, enfin c'est un peu ce que tu fais aussi, en vrai, c'est accompagner des films jusqu'au bout, les montrer, les présenter, enfin... Mais c'est important de voir ceux qui voient les films, qui pour eux, leurs lecteurs, c'était toujours des noms, c'était pas des personnes concrètes. Oui, c'est ça, mais comme je pense aussi pour un distributeur, il y a parfois cette abstraction du public, en fait, mais alors encore plus pour les lecteurs, puisque encore vous avez la possibilité de voir vos spectateurs dans les avant-premières, tout ça, etc. Mais un magazine ne rencontre jamais ses lecteurs en réalité. Et là, c'était assez intéressant de voir, en fait, quelle était la part de lecteurs de maths, il n'y a pas lecteurs de maths qui allaient au festival, mais de toute façon, comme tu l'as dit très, très justement, on s'est très vite délesté de toutes ces interrogations pour simplement montrer des films qu'on aimait et puis essayer de faire en sorte que le festival se déploie et puis montre de plus en plus de choses chaque année. On a soupçonné qu'il y avait dans la salle, mais je veux vérifier, qu'il y avait David Redler. Bonsoir David, merci d'être là. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'organisateur du Festival du cinéma coréen à Paris. Je pense que ça mérite une petite ovation. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Oh, je veux pas leur piquer la vedette, je suis très bien là. C'est très collaboratif ici. Enfin bon, faites ce que vous voulez. Et donc, comment ça se passe, la sélection des films? Combien de temps ça prend? Combien vous êtes à trier? C'est là où je crois. La censure nous empêche de parler. Ce soir, on a beaucoup de chance. On vient d'avoir une coupure de courant généralisée. Grâce au courant. Exactement. Il y a deux personnes qui pédalent. J'espère que ça va pas trop. Tiens, le truc il n'a pas perdu. Ah, ça c'est bon ça. Je redémarre tout et puis je vous remets. Non mais le fond d'écran ça va. Qu'est-ce qu'on se marre ce soir? Ouais, c'est ça. J'aime. Bon, ok. Donc comment se passe la sélection? Combien vous êtes à trier les films? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que les distributeurs fonctionnent comme des enfoirés? Est-ce que certains sont sympas? Ah oui, on a le droit de tout dire. Vas-y, commence. Pour information, par exemple, cette année, on a vu 600 films pour en sortir 21. Voilà, on en voit 600. Dans les 21, c'est 21 qu'on a voulu. Des fois, ça arrive qu'il y a des films qu'on voulait, mais le film est en train d'être acheté pour la France, et du coup, il y a ce moment de ballottement où, comme c'est pas encore acheté, il peut falloir nous dire oui pour un festival. Et comme il y a personne qui l'a acheté encore, personne ne peut nous dire oui de l'autre côté, donc c'est compliqué. Donc il y a un ou deux films qu'on n'a pas pu avoir cette année, parce que c'est en entre-deux. Et les pays où c'est moins compliqué, parce que personne n'achète de films, du coup, c'est plus facile d'en monter en festival. Nous, à la France, on a encore la chance d'avoir des gens qui achètent des films pour les distribuer. Donc il y a toujours ce ballottement qui est un peu compliqué. Les premières années, on était Fausto et moi pour uniquement voir tous les films et les sélectionner. Donc il y avait une sélection qui se faisait à Cannes, au marché du film, surtout par Fausto, un peu par moi au début, mais à la fin surtout par Fausto. Moi je vais beaucoup au festival de Sitges, qui est un énorme festival en octobre en Espagne, où il y a 180 films fantastiques, et en 10 jours je veux voir tout ce qui va se faire dans les 6 mois qui vont sortir, donc ça c'est important, mais ça demande quand même beaucoup de boulot aussi à voir. Et depuis 3 ans, on est une équipe maintenant qui présélectionne, on est 5 à partager les films, on a un système avec un tableau pour savoir qui a vu quoi, qui a pensé quoi et tout. Et à la fin, c'est Fausto et moi qui tranchons, savoir si le film se retrouvera sur l'écran ou pas. Mais voilà, on a quand même confiance au coup des sélectionneurs, et souvent ils ont réussi à sortir les pépites de tout ça, quoi. Mais c'est compliqué parce que 600 films, je pense qu'il y a peu de distributeurs qui peuvent voir 600 films en quelques mois comme ça. Je te confirme. Ouais, c'est pas possible humainement, je pense. Après, alors, on voit énormément de merde. David peut témoigner. Hein. Oui, moi et aussi, encore, ouais. ça, c'est. Mais moi, j'en vois pas autant. Voilà, comme moi, je me limite aux Coréens, il y en a beaucoup moins chaque année. Voilà, donc des fois des pays avec des filmographies un peu plus compliquées, on va dire, quoi. Donc, ça, c'est pas politiquement correct. Voilà, en tout cas, il faut dire qu'on va petit, mais après, on a d'autres choix qu'on voudrait avoir. Là, dans ma liste, je sais qu'il y a des films que j'ai pas pu avoir parce que c'était compliqué. Des fois, on nous dit, bah non, on préfère être à tel festival, genre un autre festival qui serait dans les Vosges, j'en ai par exemple. D'ailleurs, c'est dégueulasse. C'est déjà arrivé d'ailleurs aussi. C'est vraiment les jokers, c'est les voilà, mais bon, c'est le plus gros festival de France, donc c'est normal qu'ils aient la primeur. Mais globalement, ça nous arrivait quand même très peu de fois en 9 ans de ne pas avoir les films qu'on voulait. On est toujours très content d'avoir. Et les années, des fois, dans les trucs comme ça, on avait un film, je peux vous le dire, on avait Seul de David Moreau, par exemple. Au final, le film n'était pas bien, mais ça, on ne savait pas à l'époque. On avait la première française, on avait même la première mondiale du film, en présence de toute l'équipe et tout. Et on allait boucler le catalogue le lendemain, et la veille ils nous disent alors ça j'avais prêt à temps, le film n'est pas fini, on vous l'annule quoi.
Et voilà, il faut trouver un film de secours, il faut... Film d'ouverture en plus. C'était le film d'ouverture. L'équipe Bastille, c'était Giano qui était l'ouverture, qui était à la base un film de la compétition, qui était assez fort, donc on l'a mis en ouverture du coup, mais du coup il était hors de la compétition, donc il faut expliquer aux distributeurs, voilà, le film n'est plus en compétition. Parce que ça nous a Ils n'aiment pas les distributeurs. Ouais, ils n'aiment pas ça. Même si c'est un film d'ouverture, c'était quand même le retirer de la compétition. Voilà, et bon, ils les ont inquiétés, et c'est un très bon film, on était contents, mais voilà, des fois on a des surprises comme ça. Et la plus grande compliquée, je ne sais pas si David a ça comme problème, mais c'est les films qui sont chez les majors, donc les Universal, Warner, Fox et tout, parce que même si en France ils ont envie de passer le film et que ça passe par toute la validation aux US, j'expliquais à Manu tout à l'heure quand on mangeait, sur mon festival à Lyon par exemple, j'avais demandé Get Out en première française, le film de Jordan Peele, on devait le passer et tout, et les US tardaient à répondre, et un jour il faut quand même trancher, il faut se dire bah là on doit envoyer le catalogue à la pression, donc c'est fini, on ne peut plus rien prendre. Donc je demandais à Universal une dernière fois le matin, pas de nouvelles des US, ils me disent non, pas de nouvelles. Bon, bah, je lance le catalogue, je leur ai écrit, bon, voilà, désolé, on a lancé le catalogue, et là j'ai le patron d'Universal qui me dit non, non, il faut pas et tout. Bon, moi je vous dis oui, fuck les US, voilà, finalement les US sont contents de répondre oui. Donc j'ai dû réimprimer le catalogue, et on s'est dit, bon, c'est mieux d'avoir ce film en ouverture, quitte à perdre un peu d'argent, que de. Voilà, donc c'est le genre de surprise. Se passerait, voilà. Donc le plus compliqué, c'est les majors, parce que souvent, des fois, on attend très longtemps pour avoir un OK. Et des fois, jusqu'au dernier moment, et que tu nous dises non, il faut qu'on trouve un autre film. Et donc, l'autre film, c'est-à-dire qu'il faut négocier, il faut qu'on nous dise oui, il ne faut pas que ce soit tarif trop cher. Et des fois, ça peut prendre une semaine ou deux les négociations. Donc, quand tu dois rendre ton catalogue dans quelques jours, et voilà. Donc, c'est les aléas, mais ça fait partie on va dire, du plaisir. Voilà, quoi. Donc, souvent, ce que je dis, je ne sais pas si Manu pourra le valider ou pas, mais un festival, c'est comme si on était un distributeur qui sortait tout son line-up d'une année entière sur un seul événement d'une semaine. Donc, on doit faire sous-titrer 20 films, les faire venir des quatre coins du monde, faire un texte dessus, faire la promo. Enfin, c'est pas aussi poussé que ce que fait un distributeur, parce que lui, il va penser la bande-annonce, il va penser l'affiche, il va penser le plan de com de la sortie et tout. Et globalement, sur l'aspect technique, en tout cas, c'est l'équivalent d'un boulot de distributeur en une fois. Genre, même 21 films, c'est beaucoup pour un distributeur sur une année, quoi. Voilà, nous, on fait ça en une fois, et je peux vous dire que quand on est tous bénévoles, c'est voilà, et tous on a un travail à côté, même l'équipe de Mal, du coup, bosse sur Mal la journée et fait ça en plus le soir. Voilà, Fausto, il a encore réalisé le catalogue, j'espère, hein, tu le disais. Tu devais normalement. Voilà. Donc je sais pas si ça a répondu à la question de. Mais après, là, j'ai même pas parlé de l'artistique, j'ai juste parlé du côté concret. Mais après, l'artistique, bien sûr, en ligne de compte. Alors j'adore quand des programmateurs vous disent oui, cette année on a fait un focus sur tel type de cinéma et tout, c'est faux, vous prenez ce qu'il y a, comme vous pouvez avec ce qui existe, hein, vous n'inventez pas les films. Mais quand j'entends des gens me dire qu'ils ont fait des tendances et tout, je fais c'est peut-être pour les rétrospectives, mais pour les avant-premières, c'est pipeau. J'ai une autre question, c'est non, ça va, je pense qu'ils entendent. Ça dure combien de temps le PIF par exemple? Alors ça a changé cette année, avant c'était 6 jours, maintenant c'est une semaine, c'est 7 jours. Donc, donc vous avez une semaine et vous dites comment je tiens mon public, comment vous organisez cette semaine, où sont les temps forts, comment vous les programmez, où est-ce que vous glissez les trucs qui sont un peu plus compliqués, comment ça se... J'ai un maillage naturel, c'est que je sais qu'en journée, je vais mettre un film dans mon première, à la première séance de 14h, un autre à 19h30, et je mets un film de patrimoine entre les deux, parce que c'est ce qui marche le moins, le patrimoine, malheureusement, alors que nous on adore ça. Mais du coup, je me dis toujours, le spectateur est venu à 14h pour voir dans mon première, il sait que le lundi le soir, il se dit, je suis sur place, je vais voir le film de patrimoine au milieu, quitte à enchaîner, c'est ça. Donc, et si on est plus fort, forcément, c'est le soir, 20h, 22h, et bien sûr le week-end. Donc on met les films plus importants à ce moment-là. Souvent, le fait d'avoir quelqu'un de l'équipe fait qu'on met le film à un endroit où il y a potentiellement plus de gens qui vont venir voir le film. Donc des fois, j'ai des films peut-être plus fragiles, mais je mets le soir parce que j'ai le réalisateur qui vient. Donc je vais pas lui mettre son film à 14h le jeudi, ça serait pas très cool pour lui, quoi. Donc voilà. Donc c'est ça qui va faire en sorte que... Et après, il y a tout un maillage... on essaie de créer, alors ça fait 2-3 ans sur le PIF qu'on a plus ou moins créé une case invisible, mais qui est quand même bien présente. C'est le dimanche matin où je mets un film plutôt cool, plutôt sympa. On avait passé un film japonais qui s'appelait Survival Family il y a 2 ans, qui avait beaucoup plu. L'année, un film indien qui s'appelait The Man Who Feel No Pain aussi, qui était très fun, très sympa. J'essaie de respecter cette thèse-là. Cette année, on a un film qui s'appelle The Pool, avec un crocodile dans une piscine, qui attaque un gars qui est paumé dans la piscine. Enfin, c'est un film high concept, super sympa. Voilà, on essaie de créer, je l'ai beaucoup sympa, c'est ça, parce que souvent là, pour me rappeler les types de langage. Donc voilà, on essaie de créer, mais c'est pas, il n'y a pas d'alchimie parfaite. C'est souvent une histoire aussi de durée. Si mon film fait 2 heures avec un invité derrière, c'est con, mais je sais faire un film court. Après, c'est aussi con que ça des fois, parce que c'est la sorte de faire que les gens puissent prendre leur dernier métro. Donc il y a beaucoup de logistique. Je sais pas si David, c'est la même chez vous, mais voilà, il y a beaucoup de logistique. Encore vous avez 2 salles, vous passez des films des fois en même temps. Ouais, on a 2 salles, mais c'est vrai que moi je sais que c'est moi qui fais le planning et c'est vrai que tous les ans je passe 2 jours à un moment
m'arracher tout le peu de cheveux qui me reste. Moi j'aime bien faire, ça fait un peu comme comme des logos, je place et tout, j'aime bien. C'est amusant, mais à un moment, t'en peux plus. Quoi. Surtout quand tu te rends compte qu'il y a un problème quelque part que t'as pas remarqué, puis qu'il faut tout recommencer. Surtout sur les horaires, des fois, tu fais putain, en fait, il y a un quart d'heure de plus, et du coup, ça me fout en l'air pour la sortie du film. C'est ça. Et j'aimais bien que le festival a plusieurs vies pour nous avant qu'il existe. Quand on voit la grille posée, ça donne une sorte de première vie du festival. Quand on reçoit le catalogue ou le dépliant, ça donne une seconde vie. La bande-annonce, c'est celle que je trouve le mieux parce que vraiment, on voit les images, on voit tous les films mis bout à bout. Et avant que le festival commence, ça nous met un peu de baume au cœur parce que ça fait quand même beaucoup d'énergie. Et quand ça démarre, et que les gens sont dans la salle et ils sont contents en sortant, ben voilà, on se dit, bon, on n'a pas fait ça pour rien. Parce que, comme je leur dis, ça fait un peu dire ça, mais on fait ça bénévolement. Vraiment, c'est sur notre temps libre. Il n'y a pas d'argent à gagner dessus. C'est vraiment, ça nous passionne. On aime montrer des films. Fausto est journaliste, donc il a aimé, je pense, parler des films quand c'est pour ça qu'il a fait ce métier. Donc voilà, l'idée c'est de partager une passion. Finalement, on aime ces films-là, on se dit, ben, on les aime bien. Ça va regarder la presse, c'est longtemps qu'il écrit dans la presse. En tout cas, pour dire, voilà, c'est un peu comme quand vous invitez des potes à voir des films chez vous. Ben, nous, on fait ça, mais au Max Snyder, du coup, c'est un peu plus grand, on va dire que. Voilà. Alors, Cyril parle hyper vite, il parle presque plus vite que Yolène qui est là. Quand vous l'avez rarement présentée, c'est la directrice générale des Jokers. Elle est là dans son coin, planquée, mais bon, la voilà. On vous a souvent dit qu'il y avait une directrice générale. Elle est en or. Tout à fait en or. Et donc, comment ça s'annonce? C'est quoi les temps d'annonce? Comment vous faites monter la pression vis-à-vis du public, etc. Vous ne le faites pas? Bah, en fait, Cyril, le prince de la communication. Moi, j'ai pas. Enfin, on a des gens qui font ça très bien dans l'équipe, mais en fait, l'idée c'est de. Non, mais c'est compliqué. On essaie. Alors, un truc qu'on fait que pas d'autres festivals forcément font, on essaie d'annoncer pas mal de titres en avance. On a des vagues d'annonces. Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut avoir validé les films et tout à temps et en heure. Donc, on annonce généralement fin septembre, début octobre, une première vague de 10 titres. Je pense que vous avez dû suivre un peu ça. Après, c'est les films de patrimoine. Ça, c'est plus facile à avoir, mais des fois, on a des surprises. Je peux vous le dire, on devait avoir Ronnie Yu qui devait venir normalement présenter The Bride Without Hair, mais en fait il est assez malade et du coup il n'a pas pu venir, il est en Australie donc c'est un peu loin, et du coup on n'a pas pu l'avoir. Voilà. C'est le genre de truc que des fois on aurait aimé pouvoir vous annoncer, on ne peut pas le faire, c'est la vie quoi. Donc après les films cultes, après on annonce le jury des courts-métrages et les 2 compétitions de courts-métrages, et à la fin on finit avec les derniers titres et l'ouverture du site. Et pour nous c'est l'aboutissement, quand le site est ouvert et que tout est annoncé, c'est là je peux faire. Je sais pas, parce que ça y est. Tout est dealé, que les sous-titrages sont lancés, qu'on a reçu les trucs et tout. On peut avoir des surprises, hein, des fois. Anecdote rigolote, je pense. C'est le genre de truc, des fois, qu'on ne peut pas prévoir, mais sur l'ouverture de l'édition 2012 pour John Dazian, on a un journaliste qui n'a rien fait mieux que de filmer des petits bouts du film dans la salle pour les mettre sur Twitter pour une copine amie qui n'était pas là. Et sauf que Don Coscarelli a vu ça, il était furax. Les vendeurs. À la du film, ouais, et les vendeurs n'étaient pas contents, et on avait un autre film chez eux qui s'appelait ABC of Death le lendemain, et ils nous avaient toujours pas envoyé ce qu'on appelle la cadence, qui permet d'ouvrir le film, et ils ont refusé de nous l'envoyer. Donc j'ai dû appeler alors c'était des soirées d'ouverture, tout le monde faisait la fête et tout, moi j'étais en train d'appeler New York pour fermer envoie-nous la cadence, et tout quoi. Et on a dû, je sais pas si c'est qui était là, on a dû prendre tous nos portables à l'entrée, et j'ai dû filmer pour prouver qu'on avait respecté une règle de sécurité à la con, parce qu'on s'en fout de filmer 2 secondes, mais bon, les Américains quoi. Et du coup, voilà, des fois c'est tout comme ça, on pense que le film va passer le lendemain, puis pour rien, pour un mec qui a filmé dans la salle, on se retrouve à devoir flipper de ne pas pouvoir le passer, alors que tout était dealé et tout, quoi. Surprise. On a grosso modo la mise en place, l'organisation des films, etc. Mais tout ça, il faut du pognon. Comment vous faites? Où est-ce que vous allez le chercher? Qui vous allez séduire? On a un principe d'équité au festival sur les salaires, tout le monde est payé la même somme. Je ne vous demande pas vos salaires. Non, tu vas voir, tout le monde est payé 0. Le plus cher dans un truc comme ça, c'est la masse salariale. Et en fait, à partir du moment où tu ne payes plus personne, t'as pas de problème pour remonter. Après, il y a des coûts réels, c'est-à-dire il faut payer les films, les sous-titrages, faire venir les copies, imprimer un catalogue, les chambres d'hôtel, l'avion, tout ça c'est de l'argent. Donc en fait, dès le début, on a eu des partenaires privés qui nous ont suivis. Ça c'était surtout grâce à la Louise. On a eu Ciné Plus Frisson qui l'a depuis le tout début. Du groupe Canal+, donc la chaîne Ciné Plus Frisson qui nous a aidés, qui nous aide financièrement chaque année. Après, on a beaucoup d'autres partenaires. On a Jean-Léa Laprune de Filmo TV. Filmo TV nous aide depuis 3 ans maintenant et c'est un énorme bond. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. Tu l'avais pas vu qui était là? Donc voilà, donc on est allé à la Filmo TV. Grâce à eux, on a pu du coup avoir plus d'invités. Cette année, on a plus d'invités, c'est aussi entre autres grâce à ça, grâce aussi à la mairie de Paris qui nous aide pour la première fois après 9 ans cette année, quoi. Tout ça, c'est en fait, chaque fois, si on a un peu d'argent, on l'investit dans le site en festival, parce qu'on va pas payer les gens, parce que si on commence à payer les gens, ça va commencer à créer des problèmes, et du coup, si c'est pour les payer des copinettes, ça sert à rien, donc autant mettre l'argent dans le festival,
faire venir, d'ailleurs cette année il y a beaucoup plus d'invités que d'avant, parce que voilà, on a un peu plus d'argent, on a même pu les faire venir de plus loin, parce qu'on peut se le permettre et tout. Voilà, ça a permis beaucoup de choses d'avoir un peu de l'argent, mais c'est pas grand chose dans le budget du festival, ça a fait rire les gens, mais c'est 20 000 € quoi. Je crois, si je me dis pas de conneries, Gérardmer c'est peut-être plus 100 000, comme ça, donc après Gérardmer c'est une entreprise avec des salariés, machin et tout, donc c'est normal, c'est notre économie quoi. Cyril, à 20 000 €, comment tu fais venir les gens? Tu fais venir, un billet d'avion c'est peut-être 1 000 €, tu vois, donc tu peux y arriver. C'est chaud quand même. C'est chaud, mais j'ai tout fait comme ça. C'est quoi votre budget, vous? C'est plus. Ah, mais je suis franc jeune. Ouais, bravo. On a fait un appel à la transparence et voilà. Vous avez l'aide de la diplomatie coréenne, vous êtes un peu aidé par les Nous, on a des aides coréennes, parce qu'on a 0 aide française, par contre, pas la mairie de Paris. À la mairie de Paris. On a des aides privées, on a des aides coréennes, mais c'est vrai que je suis admiratif. Quand tu sais les collègues du NIF ou du VIF, ils font un bon. Après, nous, franchement, c'est pas beaucoup plus. Non, mais vraiment, les clochards, les festivals, quoi. Vraiment, à chaque fois, c'est. Mais, comme je dis, l'argent est entièrement dans le. Enfin, je sais pas ceux qui viennent ici au PIF, vous avez jamais vraiment pâti de cette manque d'argent, ça. Ici, ils ont tout de suite en français, même depuis peu en anglais aussi. On a des invités, enfin, notre but, c'est que vraiment ce soit pro. Moi, je suis spectateur aussi à côté, je veux pas retrouver un festival au rabais, quoi. Le but, c'est que ce soit hyper carré et tout, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Les screening fees, ça va? Parce que en fait, quand on chez nous, c'est le premier. Alors, c'est les droits qu'on paye, pour le film. Des fois, on peut vous demander 2 000 $ pour une projection. Moi, généralement, c'est. On a payé des fois cher. Des fois, on a des danseuses. Shin Godzilla, on a voulu se faire plaisir. On n'a pas non plus payé extrêmement cher, mais on voulait tellement qu'on a été prêt à mettre de l'argent dessus. Mais en fait, plus le festival grossit, moins en fait, finalement, on a des problèmes de screening fee parce que les gens veulent être présents au PIF. Donc, ça, c'est depuis 9 ans, on voit l'évolution. C'est beaucoup moins compliqué d'avoir des films maintenant. Des fois, même des gros trucs, on ne les paye pas. On ne le dit pas, du coup, on ne fait pas. Vous êtes sûr? On profite de cette non-dit pour pouvoir passer outre. Donc, j'ai toujours peur que le mail arrive en disant ouais, en fait, c'est temps. Mais non, on n'a pas de screening fee. Alors, c'est différent que les distributeurs français. Il faut savoir, on peut parler de pognon, mais quand un film a un distributeur français, généralement, l'argent va lui revenir à 50%. Et les 50% restants vont revenir au cinéma. Donc, sur cette séance-là, on gagne zéro, mais on ne perd pas l'argent. Donc, si on n'avait que des films à zéro, évidemment, ça va être un peu compliqué. Bon, on a l'argent privé qui arrive à côté pour payer les billets, machin et tout, mais on a quand même besoin d'avoir des entrées. Donc, le mieux, c'est d'avoir à payer un screening fee, donc un distributeur étranger, un vendeur, comme on appelle ça, ou bien de ne pas avoir le film gratuitement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, souvent, les films gratuits permettent de compenser les films payants. C'est un juste mélange, voilà, quoi. Mais, ouais. J'ai dit des conneries, de toute façon. Non, moi je suis très impressionné par le fait d'arriver à réaliser un tel festival pour un budget aussi bas. Je pense que le budget de Gérardmer est à peu près celui que tu... Oui, mais après, c'est une entreprise, donc ils ont des salariés à payer, donc c'est une grosse logistique en fait. On va taper sur Gérardmer, je suis en train de comparer. Non, 20 000, c'est vrai. À Lyon, j'ai fait une édition de l'édition collective, on avait quand même fini avec Gaspard Noé, on a fait venir Gustave Carverne, enfin, pas mal d'invités, on avait pas mal de gros films, et ça m'avait coûté, je crois, 1 200 € le festival. Voilà. Alors, je cherchais à faire mieux que ça. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu le kiff, en fait, parce que j'ai dit à Gérard, tu verras, ça coûtera 0. Et la première, t'as raison, ça coûte 0. Je rappelle, et c'est vrai que moi je suis imbattable. Engagez-moi, je vous fais des festivals pour 3 fois rien. C'était l'annonce que j'allais faire. Si quelqu'un veut organiser un festival, Cyril. Non, hyper important, on en rigole, mais c'est vraiment monter une équipe. Tout seul, on ne peut pas faire ça. Moi, je suis incapable de faire la plupart des choses que les gens font dans l'équipe. C'est tous des tueurs dans leur domaine qui ont vraiment envie de s'éclater avec autre chose, quoi. Donc, vraiment, l'idée c'était de monter une équipe. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu connais les gens, j'ai un avantage, une qualité, c'est que je suis en fait assez dynamique et j'engage. Voilà, moi j'ai tendance à amener les gens avec moi. Et je suis assez, voilà, c'est au moins moi j'ai pas forcément de talent, mais j'ai la capacité de voir celui des autres et de les embarquer avec moi. C'est un vrai talent. On peut dire que c'est un talent, mais voilà, donc j'ai cette bonhomie qui fait que les gens me suivent, voilà, et depuis que je fais des festivals, personne n'a vraiment quitté le truc et tout. Pourtant c'est assez dur, hein, quand on enchaîne des sous-titrages de films ou des relectures de catalogues et tout jusqu'à point d'heure. Je prends beaucoup la parole, du coup, je sais pas. Non, mais on t'était lancé. Je peux parler pendant 2 heures. Est-ce qu'il y a des questions pour ces gens? Dans ce qui est réussi dans les festivals, quand est-ce que vous considérez que c'est qu'une année particulièrement réussie? La qualité des films, en fait. Des fois, on a des films. J'ai tendance à dire quand on prend des nouveautés, on n'a pas que des chefs-d'œuvre. Je suis un peu plus fan de ce qu'on peut faire sur Lyon, parce que Lyon, c'est du patrimoine. Et quand on pioche dans l'histoire du cinéma, on passe des trucs mortels et tout, quoi. Et une année, il peut y avoir des films moins bons. Souvent, Fausto, c'est mon premier indicateur. Quand il va marcher du film, il fait putain, cette année, on va ramer, quoi. Il n'y a pas grand chose de bien. Et c'est vrai, par exemple, cette année, il me dit, il n'y a aucun grand nom. Et c'est vrai que
il y avait peut-être l'Europe Zombie, mais il n'y avait pas vraiment de grands réalisateurs attendus qui ont fait un long métrage avec la Europe, machin et tout. Et des fois, c'est important, c'est des locomotives, ça attire les gens, tiens, il y a le nouveau film de machin et tout. Et là, cette année, on verra ça après le festival, on en parlera après, mais vous allez voir, il y a plein de films mortels de gens qui n'ont jamais rien fait avant, quoi. Et forcément, personne ne les connaît, ces films-là. Et quand ils seront passés, je pense, Frix, vous avez vachement aimé, je pense, ce film-là, les mecs, personne ne savait ce qu'ils avaient fait avant, quoi. Et voilà, c'est. Non, mais pour dire que, voilà, voilà, il faut nous faire confiance, du coup, et c'est ça, c'est chaque année, je sais que vous suivez, je reconnais plein de têtes de gens qui viennent souvent, vous venez chaque année, vous nous faites confiance, et on n'essaie jamais de vous mentir. Il y a rien que le pire, je sais que je l'ai vécu en tant que spectateur, qu'on me vende un chef-d'œuvre. Et je viens voir le film, et c'est inavouable. Je l'ai vécu tellement de fois en festival, je sais putain, j'avais trop les boules contre les programmateurs. Nous, on a décidé de faire à chaque fois un petit festival. D'ailleurs, on ne peut pas humainement parlant faire un peu gros festival, parce qu'on n'a pas assez d'énergie et d'argent. Donc on s'est dit, on va faire un festival petit, dans le sens où ce sera qu'une trentaine de séances, mais on va quand même mieux les choisir, on va faire beaucoup plus de tri que de tout passer, les trucs de distributeurs qui sortent dans l'année et tout. Là, je ne dis personne, mais voilà, les autres festivals, c'est plus des vitrines à film de distributeurs que vraiment une sélection de programmateurs, quoi. Après, c'est chacun son délire, hein, mais voilà. Nous, on estime que voilà, on est plus pointu là-dessus. Parce que toi qui es sur la partie artistique. Non, mais je valide tout à fait tout ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y a eu des années très compliquées en termes de programmation. En ce qui me concerne, en tout cas, les 5 premières années du PIF étaient hyper compliquées. Avant qu'on monte le comité de visionnage, c'était vraiment hyper dur parce que c'est nous qui regardions tous les films. Donc on discutait, Cyril et moi, un peu en vase clos. On n'a pas forcément toujours les mêmes goûts, on n'est pas toujours d'accord aussi concernant le positionnement des films en compétition, par compétition, tout ça, etc. Le point sur lequel on se retrouve très facilement, c'est sur la programmation des films de patrimoine, parce que c'est beaucoup plus simple en fait de trouver d'une certaine façon un terrain d'entente. Mais c'est vrai que les 5 premières années, le fait de tout voir, il y avait des trucs... moi je sais qu'il y a des moments où j'ai voulu vraiment laisser tomber le festival, quand tu te retrouves à devoir rédiger le catalogue tout seul, qu'il est 3h du mat et que tu fais le texte toi-même, c'est des choses qui peuvent être un peu épuisantes. Maintenant, Dieu merci, ça se passe plus comme ça. Mais c'est vrai que les 5 premières années ont été hyper difficiles. Puis il y a eu aussi quelques délires un peu expansionnistes dès la 2e édition. Parce que pour parler très très franchement, le festival a longtemps vécu en fait grâce à l'apport financier de MAD. Et donc il a fallu à un moment que l'association Paris Ciné Fantastique puisse s'émanciper d'une certaine façon, économiquement, pour pouvoir engranger de l'argent de manière autonome et puis pour pouvoir avoir un petit peu une sorte de matelas avec lequel on peut payer des billets d'avion en avance, booker des hôtels pour les invités, ce genre de choses-là. Mais dès la 2e édition, pour l'anecdote, pardon, je dérive un petit peu par rapport à votre question, c'était assez délirant puisqu'on est passé d'un petit festival qui durait 4 jours, avec des projections uniquement le soir, en toute la semaine, à un festival qui durait 10 jours. Donc on est passé de 4 à 10 jours, comme ça. On a fait une soirée d'ouverture, ça je le dis pour l'anecdote, tellement c'est n'importe quoi, où on était au dernier bar avant la fin du monde, que vous connaissez peut-être, et qui venait d'ouvrir, c'était un peu the place to be pour les geeks. Et on a privatisé une partie du bar, et on a trouvé rien de mieux en fait pour affréter en fait nos invités du cinéma jusqu'au bar, de louer en fait 2 navettes, comme au Festival de Cannes, quand il y a des soirées dans les hauteurs de Cannes. Donc il y avait 2 bus qui étaient devant le cinéma, et nos invités, bref, c'était n'importe quoi. Et aussi, pour terminer sur les anecdotes un peu marrantes, moins marrantes quand même à l'époque, je ne sais pas si les spectateurs assidus se sont rendus compte, mais au début en fait, du festival, on voulait vraiment faire un festival comme les grands, et on s'est dit, festival comme les grands, ils ont un jury. Ça se passe très bien, c'est hyper facile. Cyril rencontre Christophe Gans à la sortie d'une projection de l'Étrange Festival, avec son bagou légendaire, comme vous l'avez constaté en fait, il se le met dans la poche, il lui dit oui, est-ce que ça te dit d'être parrain du festival, machin, etc. Donc Christophe dit oui, ok, pas de problème. Donc Christophe est ok pour être l'un des jurés pour le premier justement jury du PIF. Et grâce à Christophe, on arrive à avoir quelques contacts, et il s'avère à l'époque que Balaguerro était à Paris.
pour un de tes films, Malveillance, ok, est-ce que c'est possible que ce soit dans le jury? Tu passes le message, Balaguerro, ok, Balaguerro dans le jury. Il y avait Roger Avary qui était à Paris en ce moment. Je demande son contact à Christophe Gans, il l'appelle, ensuite je l'appelle. Oh, ok, c'est marrant, ok, je suis dans le jury. Il y avait Lucie Lazéovic aussi qu'on connaissait un petit peu, je l'ai appelée, elle était ok. Donc du coup, première édition, on arrive à avoir un jury international, hyper content, avec des noms hyper importants. Pardon, et qui étaient tous en plus à Paris. Du coup, on n'avait pas besoin de payer le logement, donc ça c'était absolument génial. Et on se dit bon, deuxième édition, forcément. On met le couvert avec un jury, il n'y a pas de raison. Puis commence. Donc j'étais chargé en fait de trouver des gens. Carnet d'adresse oblige de rédacteur en chef. J'ai la possibilité de contacter des gens plus ou moins directement. Donc je prends mon téléphone, je demande le numéro de téléphone, j'appelle, j'envoie des mails, etc. Donc et ça commence très très mal. Enfin l'idée du jury international était très très compliquée. Vous vous souvenez, on avait essayé d'appeler Jodorowsky, donc on appelle Jodorowsky, j'y suis fatigué, il peut pas venir. Pardon, mais c'était à peu près ça. On essaye d'avoir Verhoeven, c'est hyper compliqué aussi. Enfin bref, et puis après il y a aussi ces trucs effectivement dont il faut tenir compte, c'est que quand on fait venir par exemple un monsieur comme Paul Verhoeven, si bon là, il vit depuis maintenant un bon moment en Hollande, mais bon, il faut quand même, si par exemple la personne est aux États-Unis, il faut le faire venir en business class ou en première classe, il va voyager probablement avec son épouse, ou son époux, mais en tout cas, ou son assistant ou assistante, donc c'est quand même beaucoup de frais. Et du coup, pour faciliter les choses, le second jury, en fait, c'était un jury 100% franco-français. Donc on a appelé les amis, donc est-ce que tu veux être dans le jury du PIF? Ça me rendrait vraiment un fier service. Et puis on a eu à peu près tout le monde, oui, on a eu Pascal Logier, Xavier Jans, Nicolas Boukrieff. En fait, on a tué du coup toutes nos possibilités de jury pour les années à venir. Ce qui fait que la troisième année, on s'est dit en fait plus jamais. Et aussi pour conclure sur cette anecdote financière de jury, en fait, même si on avait un jury 100% franco-français, on s'est dit tiens, on va éviter des frais de logement. On a eu des sommes astronomiques de taxis. Et on ne s'y attendait absolument pas. Donc, quand on a un petit festival qui tourne effectivement avec un budget rikiki et qu'on vous sort une facture de 5000 balles, 5000 euros de taxi, un quart du budget. on se dit. Ouais, ok, donc en fait, Cyril qui lui voit le budget en termes de screening fee, c'est-à-dire en termes de films qu'il aurait pu programmer pour ce type de montant-là, il s'est dit moi je fais 3 festivals pour le montant des taxis dépensés sur l'émission. Donc voilà, tout ça pour dire qu'après le festival est revenu à un rythme normal à partir de la 3e édition, qu'effectivement du coup on a abandonné l'idée de jury, on a gardé le jury pour les courts-métrages, on a essayé quand même d'être hyper rigoureux dans notre choix des jurés en essayant justement de panacher entre gens de la profession et aussi amener des personnalités artistiques qui pouvaient avoir un regard un peu différent, comme des gens de la bande dessinée. Je pense notamment à Bastien Vives qui était venu une année, ou même faire appel à des métiers un peu de l'ombre comme des storyboarders ou comme des gens qui travaillent sur le son, parce que c'est hyper important et je pense que c'est très gratifiant aussi pour les gens qui font du court-métrage d'être récompensés par des personnes qui sont tout à fait légitimes, chose qui n'est pas toujours le cas en fait dans certains jurys de festivals où parfois il y a un peu tout le monde et n'importe qui. Du coup, on a continué le festival comme ça, avec un seul jury et sur une durée, on va dire, beaucoup plus acceptable. Juste un conseil pour quelqu'un qui voulait se lancer dans un festival. Le jury, en fait, ça ne sert à rien, le public ne le voit pas, il va le voir à la clôture. Il vaut mieux mettre l'argent pour des invités qui vont venir parler de leur film. C'est un conseil, on nous a fallu 2 ans pour comprendre ça. Mais voilà, mettez l'argent plutôt pour les gens qui ont fait les films. En plus, c'est plus intéressant parce que s'ils font d'autres films plus tard, ils sont déjà venus, donc ils ont envie de revenir. Et surtout, le public les voit. En fait, l'argent, il sert à quelque chose, alors que le jury, il était assis au fond de la salle, pendant 10 jours, vous les avez quasiment jamais vus. Et à la fin, ils sont venus à la clôture dire voilà, on a vu tel film. Donc c'est cool pour le prestige du festival, mais voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Et surtout, l'idée de faire un festival populaire, on s'est dit, en fait, ce qu'il faut, c'est que le prix du public soit vraiment mis en avant et que ce soit lui le grand prix, en fait. Dans plein de festivals, vous avez le prix du public, on fait ouais, le grand prix, et tout le monde a oublié le prix du public les années précédentes, en fait. Et nous, comme on veut un festival populaire, on s'est dit, il faut que ce soit le public qui donne le grand prix, quoi. Vous avez du mal à trouver des films français? Des bons ou des bons en général? La dernière, on en a eu beaucoup l'année dernière, c'était la première fois qu'on avait autant. On nous a souvent reproché au début qu'on n'avait pas beaucoup de films français. Cette année, il n'y en a pas beaucoup. Cette année, il y en a 2, c'est des documentaires, ils sont hors compétition. Ouais. En fait, pareil, comme il n'y a pas beaucoup de films de genre en France, Yannick pourra vous en parler aussi, quoi, il n'y en a pas beaucoup. Forcément, le peu qu'on voit, il faut qu'ils nous plaisent. On en a vu 2-3 qui ne nous ont pas forcément plu, quoi, et on les a pas gardés, mais c'est pas une volonté de vouloir écarter le film de genre français. Hein, on a montré, Grave a gagné en 2016 par exemple, un film de genre français, il a gagné.
Donc c'est pas du tout un truc qu'on même donc Grop de Thierry Poirot a gagné en 2015 aussi, donc voilà, c'est déjà arrivé. Non, vraiment pour le coup c'est le hasard. Voilà, cette année il n'y en a pas. Ça sera en façon, quoi. C'est ça. Question? Vas-y. Le fait de gagner le festival, ça aide les films ou pas J'ai pas l'impression. Je crois que c'est même pour tous les festivals. Hein. Il y a des palmes, ça il va dire non, il y a des palmes d'or qui n'ont pas gagné grand chose, c'est pas le cas de Parasite, mais il y a des palmes d'or qui ont rien gagné. Je pense que le Bouilly par exemple, je sais pas, ça fait un sport de. Pour les festivals spécialisés, c'est quand même une autre chanson. Et pour nous, voilà, même je me souviens des Grands Prix de la Voyage, qui ont forcément eu des grandes carrières derrière, des Gérardmer, les grands périodes des Gérardmer, Fausto 5.0, j'étais aussi à côté, mais je sais pas qui a eu Fausto 5.0 en salle, pas grand monde, et pourtant c'était le Grand Prix. Donc voilà, donc non, nous, c'est tout marrant, donc on a Tiger Van Autofred qui avait gagné en 2017, et qui est sorti cette année, donc 2 ans après, dans l'indifférence plus totale, ça fait qu'ils reviennent, sorti en salle cet été, et voilà, on aimerait bien que le label PIF serve à quelque chose. Mais bon, c'est plus le cinéma en général, est-ce que le cinéma encore attire des gens? Ça, c'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Est-ce que point de vue distributeur, ça peut servir ou... Ça dépend. Ça dépend des festivals, ça dépend des prix. Nous, on était ravis que Frix ait chopé les 3 prix, je crois que c'était les 3 principaux du BIF. C'est une caution, mais en réalité, les vrais prix qui attirent un public, Palme d'Or, Oscar, et le César du meilleur film français. Grosso modo, ça fait ça. Le reste, même le Lion d'Or de Venise ou le Morceau d'Or à Berlin, je pense que le public français s'en fout et ailleurs aussi. Peut-être les fans de genre vont dire tiens, il a eu le prix dans tel festival, genre Gérardmer. Tiens, ou PIF, je vais peut-être plus faire attention quand ça sortira, pourquoi tout le monde est allé, je vais voir ça moi aussi. Mais en dehors de notre petit niveau, de nous, en fait, nous, on comprend avec vous, mais. Bon, voilà, je pense pas que c'est vraiment l'impact en dehors. C'est triste, mais on n'est pas triste de ça. Enfin, on sait que c'est comme ça, mais bon, c'est quand même bien d'avoir un grand prix, d'avoir une histoire. Le festival a une histoire, il a tant de films qu'on gagne chaque année. C'est bien pour. Voilà, mais je pense pas que c'est l'impact financier. Je crois même que le Grand Prix de Gérardmer de l'année dernière, il est toujours pas sorti, non? C'était quoi d'ailleurs? C'était le truc de Johnny. C'était. On l'a passé en. Non, c'est pas Johnny. Non, c'était un Puppet Master de Nicolas Reich. C'est sorti en VOD chez Outbuster, ouais, voilà. C'est marrant, c'est gagné grand. C'est surprenant, mais bon, tant mieux. Hein. Nous, on était contents de montrer un peu. Voilà, typiquement, montrer un Puppet Master en salle, c'est le genre de truc que tu vois jamais. Nous, on était super contents de montrer en plus un bien vénère, quoi. Enfin, voilà, en fait, on est nous-mêmes fans de films d'horreur, donc on va pas se dire. Ah oui, je veux passer ce film-là, c'est un truc d'auteur, machin. Non, si on veut passer un truc qui tâche à l'ancienne, on le passe parce que bien, nous on aime ça en fait. Et on n'a pas de honte à passer ça, et on adore ça. Et en fait, comme on les voit plus au cinéma, ces films-là, à l'époque, on parlait de Waxwork, mais surtout c'est des films qu'on pouvait voir en salle et tout. Je me souviens de Wishmaster, le premier sorti en salle, voilà. Mais ça n'existe plus ces trucs-là en salle maintenant. Du coup, au PIF, on peut le voir encore du film d'horreur à l'ancienne, avec des monstres qui se font défoncer, je sais pas quoi. Enfin voilà, il n'y a pas que du élevé de genre qui a le droit de sortir en salle, il y a aussi des films d'horreur à l'ancienne qu'on a toujours connus. Ça fait d'ailleurs, je fais une digression, mais ça fait marrer, il y a tous les gens qui se sont offusqués parce que on a un film qui sort que sur Netflix, et c'est honteux, un film ça se voit au cinéma, je sais pas, nous les fans de films d'horreur, le direct vidéo, on connaissait depuis les années 80, quoi. On a plein de films qu'on avait découvert en vidéo parce qu'on n'avait pas le choix en fait. Donc nous on a toujours connu le principe du film qui sort en vidéo, on n'a jamais pleuré, quoi, c'est bon. J'ai compris que Cyril aimait le film qui tâche, quoi. Fausto, c'est la commission d'auteur, et moi, c'est le bourrin de service. Voilà. Dans l'autre sens, est-ce que les films sans distributeur trouvent un distributeur grâce à votre festival? C'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. Je pense à Mobius Anomaly, par exemple, de Joko Anwar, qui d'ailleurs revient cette année pour Kundala, a trouvé un distributeur après. Il y a eu. Je cherche des films, je sais qu'il y en a eu, c'est pas énormément, il y en a eu quand même plusieurs. Il se trouve que Frix, quand nous on l'a programmé, il n'était pas en White Tiger dans le Fred par exemple. Frix, donc quand on l'a pris, il n'avait personne, mais ça s'est fait entre temps, c'est-à-dire qu'on l'a repéré en septembre-octobre, et je crois que les Jokers l'ont pris un tout petit peu après en fait, et du coup on ne savait même pas qu'il. Juste avant ton festival. Ouais, juste avant, voilà. Mais du coup, pour le coup, c'est pas nous qui avons fait. Enfin, c'est pas grâce au PIF que Joker a pris le film. Il était d'ailleurs passé ce week-end avant. Je crois même que c'est Philippe Lux qui bosse avec le film, qui est un ancien de Wildside et tout, qui fait son festival. Et Utopia, je crois que c'est Philippe qui a parlé du film à Manu. Donc voilà, nous, on était pour rien dans l'histoire, ça s'est fait comme ça, mais c'est le hasard, quoi. L'affinité élective. Mademoiselle, vous avez une question là. Moi. Déjà, bravo. C'est la première fois que j'entends parler du festival, honnêtement, et pourtant, je suis une grosse amatrice de films d'horreur. C'est souvent qu'on me dit ça d'ailleurs, que les gens ils découvrent très tard. Voilà. En fait. Ouais, et on parle beaucoup des formes depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est
Vous dites que vous voulez un festival populaire et je suis très contente d'entendre ça, c'est-à-dire un festival qui vise moins les gens, on va dire les élitistes du cinéma, ceux qui ont eu accès à cette culture pointue très tôt. Mais vous parlez à la fois de légitimité du jury et en même temps du fait qu'il n'ait pas d'importance. Pourquoi vous ne faites pas appel à des jeunes qui simplement dans leur chambre se sont bercés des mêmes films que vous, ont développé cette passion dans leur coin, et vous ne mettez pas un espèce de concours en jeu, c'est-à-dire qu'à base de lettres de motivation et des jeunes qui ont vraiment envie de venir et de voter. En fait, c'est le cas depuis 2 ans en fait. Ah, c'est une super initiative. Non, c'est là pourquoi c'est ceux qui vont en parler. Oui, en fait, on a eu cette idée il y a 2 ans. C'est une idée brillante. Voilà. Non, on n'a pas du tout parlé de ce prix, c'est vrai. Donc il fallait quand même le brander pour employer un terme un peu marketing, même si je ne suis pas du tout de ce réseau-là. En fait, c'est le prix des lecteurs de Bad Movies, qui est la revue dont je m'occupe. Bon, je suis l'équipe, tout va bien. Là, ça va. Mais il y avait l'annonce dans le magazine. Et donc, en fait, on a recruté via le magazine, via la page Facebook aussi, enfin, via nos réseaux. Et l'idée, c'est vrai qu'on s'est dit très vite, mais tiens, c'est quand même dommage, en fait, d'avoir un jury de professionnels de la profession, effectivement, un prix du public, mais qui reste très anonyme, en réalité, et de ne pas avoir quelque chose qui soit profondément incarné et identifiable, avec des gens qui viennent sur scène, qui remettent le prix, qui rencontrent le réalisateur pour lui remettre le prix, enfin vraiment un jury qui existe aux yeux du public et à nos yeux à tous, et qui remet véritablement son prix, qui n'est pas noyé comme ça dans une masse de prix anonyme. Et voilà, on fait ça, et ça marche exactement comme vous l'avez dit, c'est-à-dire avec une lettre de motivation, avec un petit article, c'est-à-dire ce qu'on demande, c'est d'écrire deux critiques, on donne un nombre de signes, etc. Et ensuite on choisit 3 personnes, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ben, je trouve ça super. Du coup, bravo d'avoir mis en place. Il faut participer l'année prochaine. Et j'ai encore plus envie, j'ai encore plus envie d'assister au festival déjà. C'est le numéro 12 de juillet-août où ils annoncent le truc, et à ce moment-là, il y a le mail où il faut écrire Et vraiment, on a reçu une trentaine de participations, et d'ailleurs, c'est Manouis qui choisit les 3 gagnants, c'est même pas nous. Moi, je suis capable de trouver une bonne critique, je suis pas journaliste, donc moi, je serais pas capable de savoir laquelle elle avait écrite et tout, mais c'est le boulot de Fausto, quoi. Et voilà, quoi. C'est cool. Il y a combien de membres alors? 3, ils sont 3 personnes. Alors en fait, en réalité, on aimerait parfois avoir peut-être 1 ou 2 personnes de plus, mais vraiment, on prend les 3 qui nous ont vraiment marqués et dont on se dit qu'ils méritent vraiment leur place en réalité, parce qu'on pourrait se dire, tiens, on va faire peut-être élargir, on va en prendre selon le volume en fait de CV et puis de petites critiques qu'on reçoit. On pourrait en prendre par exemple 5, mais le truc c'est que c'est non pas de créer une sorte de caste de lecteurs élus, mais en tout cas leur montrer que s'ils sont arrivés, c'est parce qu'ils le méritaient vraiment et que leur papier était vraiment chouette. Donc c'est pour ça qu'ils sont choisis. Ah, mais vous vous basez sur quoi? C'est des critères qui sont absolument subjectifs en réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui lit les critiques. On lit, on en parle, tiens c'est pas mal, ouais c'est pas mal écrit, tiens le point de vue est intéressant, ça sort un petit peu de l'ordinaire, il y a un vrai point de vue, enfin moi à titre personnel ce qui m'intéresse c'est vraiment le point de vue en réalité, c'est-à-dire je sais pas, quelqu'un pourrait délirer par exemple dans un film sur un pied de chaise, si le point de vue est vraiment hyper travaillé et si en tout cas il m'amène vers quelque chose à laquelle je n'aurais pas pensé, ça me séduit. J'ai parlé d'un pied de chaise. Non, mais c'est parlant comme. Merci beaucoup. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être qu'il faut terminer. Les copains. Et pourquoi du coup vous voulez pas réorganiser les nuits comme avant? Parce que là pour le coup il y a peut-être un meilleur engouement maintenant qu'avant. Parce que ça ne marche pas. La dernière qu'on a fait. Ça marche, oui, je sais que ça ne marchait pas, mais peut-être que là maintenant, avec tout ce qui se passe avec les. Le patrimoine ne marche pas s'il n'est pas accompagné de quelque chose. On a vu que les nuits qu'on marche au piste, c'est celle qui avait une avant-première en début. Ouais. Soit genre un film ancien comme Lightbreed, de version longue, la Cable Cut. Soit on avait. Dans la cabine. Soit il y avait genre on avait Carrie, le remake de Carrie pour la soirée, désolé de Carrie, pour la soirée King par exemple, voilà, c'est ça qui marche. Mais typiquement on va jouer franc jeu, on a fait une nuit Quartier Interdit 2 au Grand Rex, vous étiez moins de 100 en fait, et au bout d'un moment on perdait de l'argent et même nous ça nous crève, c'est vraiment. C'est les nuits hors festival. Hors du festival. Mais dans le festival on a fait une nuit zombie 2 avec la version restaurée 4K de Dawn of the Dead, l'essai of Evil et puis le remake de Top 70 de la Nuit des Morts Vivants. Et bien pareil, vous étiez moins de 100 en fait, au bout d'un moment, ça nous fatigue, ça marche pas. Il y en a qui sont typiquement, je pense au Nuit au Max, là ça marche bien parce qu'il
il a su trouver une formule, il a su peut-être parler. Peut-être que les films sont peut-être moins pointus, c'est pas un reproche, hein, c'est peut-être plus fédérateur. Non, ça ne nous intéresse pas de passer entre le futur, machin. C'est pas du tout condescendant ce que je dis là. Hein. Non, pas de film pointu, forcément c'est moins intéressant, c'est moins. Tu vas aller voir Messiah of Evil en salle. Voilà, on va pas. Ça c'est condescendant. Non mais moi je suis content de voir ça en salle. Hein. C'est dommage. C'est dommage, parce que pour le coup, c'est... Ouais, mais en fait, on a un festival par an, on essaie de passer des trucs qu'on est... Tu vois, on préfère passer je sais pas, on passe en prise, par exemple, ou théâtre de sang, voilà, c'est des trucs qu'on préfère passer, qui sont moins peut-être visibles en salle que ceux que tu peux voir là. C'est juste pour ça. Et si d'autres le font, finalement, c'est tant mieux, parce que nous, on se dit, bah, au moins, l'offre, elle existe pour ceux qui veulent voir ça, et là, sur Paris, il y a un truc qui existe, et les gens qui vont, bah, c'est cool, et même moi, des fois, ça m'arrive d'y aller, parce que je suis content de voir ces films en salle, et moi, en tant que programmateur, tout le boulot, ça représente pour finalement passer un truc qui est assez visible, ça m'intéresse moins, et voilà. Mais du coup, finalement, ça marche moins bien. Du coup, c'est ça qui est chiant, c'est que... Et vraiment, si on a arrêté, c'est parce que c'était fatigant, et on se tapait des lits, et au bout d'un moment, c'est bon, bosser pour avoir personne dans la salle. Nous, notre seul moteur, c'est que les gens viennent voir des films, finalement. S'ils viennent pas, ben, c'est con, quoi. C'est très franc comme réponse. Hein. Voilà. Et on peut faire, je vois ce qu'il y a marqué ici, on peut faire une soirée comme Bobby Peel, par exemple, en montrant 3 séries inédites lors d'une soirée. Bah ça c'est vraiment mortel et ça me fait plaisir et tout. Mais ça m'arrive que quand on peut le faire, par exemple, s'il y a l'occasion fait là, d'ailleurs si on fait une soirée Bobby Peel 2, Marc, on est partant. Donc voilà, je dis ça parce que il faut dire que voilà, c'est bon. On va pas le refaire, on a fait une soirée notre quartier, c'était quoi donc Grindhouse. La soirée Grindhouse avec Glénat, Grindhouse Story. On a fait cette soirée-là là, en septembre, et ça n'a pas marché super en fait. On a passé, c'est pas souvent que tu peux voir la maison sur la gauche de Craven en copie restaurée, voilà. Mais t'as vu, il n'y avait pas foule en fait. Le patrimoine, ça marche pas, faut pas se leurrer. J'y peux rien, c'est quand les gens ne veulent pas voir un truc, ils vont pas le voir et je peux pas les forcer. Mon frère vient voir mon fils. non, mais bon, voilà. Moi, du coup, c'est pas grave, on prend note. Bah, ils voulaient pas voir ça, bon, on fait plus. C'est aussi comme ça, quoi. Après, c'est crevant dans le festival, même pour l'équipe. On fait une semaine de festival, se faire une nuit et le lendemain d'attaquer toute l'année au Grand Rex. On avait fait la nuit Japanie, mais le matin on avait le film d'animation, on avait Dofus. Ça piquait, hein, j'ai dormi 3 heures, je crois. C'est la journée derrière à faire. Voilà. Vrai, on est des humains, donc non, ça nous fatigue. Si les nuits étaient remplies, peut-être qu'on aurait continué, hein, vraiment. Mais c'était cool, je l'ai vu que Clive Barker, elle était géniale. Je pense que tout le monde l'a apprécié d'avoir fait. Mais c'était, voilà, il y a des nuits qui marchent mieux que d'autres. Je me souviens, on a fait la nuit Invasion extraterrestre, en passant des films plutôt cool comme les Killer Clown, le Blob, Body Snatcher, et on est passé quoi le dernier le Carpenter The Live. Et en fait, finalement, ça a marché moyen. Pourtant, c'était quelque chose assez cool à voir en salle. Voilà. Donc la réponse, c'est voilà, pour ça. C'est pas motivé. Désolé, Mike. Autre question? J'aimerais que vous en disiez plus sur le film, sur ces 2 gars-là, que je ne connaissais pas du tout. Le film était super cast, plein de bonnes idées visuelles, mises en scène. Je ne connaissais pas du tout les gars qui ont l'air d'avoir produit aussi. En fait, c'est assez. Ouais, ce qui est assez drôle, c'est que. Ils en ont fait 2 avant, mais c'était des commandes. Ouais, c'est leur premier film indépendant, mais ils ont fait. Non, mais tu veux dire leur premier à 2. Ah, peut-être. Bon, je sais pas, j'ai un doute. Ce qui est drôle, en fait, c'est que leur histoire, elle est un peu. Ça fait un peu. Un parallèle. En fait, ils se sont un peu retrouvés comme nous, d'une certaine façon. C'est que ces 2 mecs se sont rencontrés. Alors je sais jamais lequel, et je sais plus si c'est Zach Lipovski ou Einstein qui effectivement a un gros background en fait dans les effets spéciaux, ce qui explique aussi ils aient pu tourner une production comme ça à bas coût. Mais en fait ils se sont rencontrés 6 ans je crois avant la réalisation du film, et ce dont ils ont parlé c'est des échecs en fait successifs que chacun d'entre eux rencontrait. Sur des projets qui n'arrivaient pas en fait à aboutir. Donc ils se sont dit en fait ce serait très intéressant d'unir nos forces et de faire un film et d'essayer de le faire à un bas budget, mais en tout cas en proposant le spectacle le plus dense possible. Et c'est comme ça en fait, c'est comme ça qu'est né Freak, et avec cette idée aussi très forte de point de vue. Je pense que le film doit beaucoup à sa comédienne principale. Qu'on avait d'ailleurs eu au festival, qui est
petite fille brillante et un peu inquiétante, comme tous les enfants acteurs en fait. Il y a toujours une sorte de truc un peu étrange quand on les voit hors du plateau. Enfin, elle était. Elle avait très formaté, genre ah, it's amazing. Il y avait quelque chose d'extrêmement mignon en fait, puisque c'était mignon, un peu inquiétant, une sorte de mini-miss, un truc un peu américain. Je sais pas pourquoi je dérive là-dessus, mais en tout cas, le nerf de la guerre de leur film, c'était effectivement la possibilité de maîtriser les effets spéciaux le mieux possible, de faire effectivement des économies, façon de parler, pour faire un film de SF à bas budget, et aussi d'avoir des comédiens très très crédibles, parce qu'en fait, même si on voit que les gars ont un talent justement dans la gestion des effets spéciaux et même des idées de mise en scène assez intéressantes, s'il n'y a pas les comédiens qui vont bien avec, en fait, le film s'effondre littéralement. C'est un film qui repose vraiment aussi sur l'acting, quoi. Et eux, en fait, ont décidé de travailler comme ça. Ces deux types qui sont hyper humbles, en fait. On a eu le temps d'échanger avec eux pendant le festival. Ils étaient très très sincèrement émus des prix qu'ils ont reçus, ce qui n'est pas toujours le cas de réalisateurs qui parfois peuvent soit avoir l'habitude de gagner des prix, soit en fait ne pas vraiment être touchés. Je conçois tout à fait en fait les deux possibilités. On n'est pas forcément obligé de fondre en larmes quand on reçoit un prix. Mais eux, en tout cas, étaient très émus du prix du public, du prix des lecteurs de Mad. Enfin, ils étaient vraiment parfaitement ravis. Et en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'a assez interpellé chez ces mecs-là, ils ont vraiment cette envie de cinéma chevillée au corps. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, ce film-là, ils l'auraient fait même encore pour un budget moindre. Quand ils s'en foutaient, il fallait que tous les deux fassent un film. Et qu'ils puissent donner du corps et du sens à leur vision. C'est ce qu'ils ont réussi, je trouve. Aux dernières nouvelles qui datent de la semaine dernière, les deux sont en train de bosser sur des projets pour des studios. C'est pareil. Donc on verra la suite. Vous connaissez le budget du film 20 000 €. Non, je sais pas, ils nous disent de dire, ils ont dû nous dire, je sais plus. Je crois que c'est 2 millions. C'est ce que j'allais dire, j'ai entendu 2 ou 3 millions de dollars, quelque chose comme ça. Ce qui aux États-Unis est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout. C'est l'équivalent de 200 000 en France. Le film a fait des entrées aux États-Unis Ils l'ont sorti vite fait. Hein. Ouais. C'est une sortie simultanée salle VOD. Là, je pense que la vidéo physique a dû sortir. Non, c'est un peu passé inaperçu avec une belle presse. Mais passé inaperçu comme de plus en plus de films. Il a été repéré dans d'autres festivals à l'étranger. Il a fait sa première mondiale à Toronto, donc au TIFF. Il a fait CJS après, je suis pas sûr qu'il ait peut-être fait aussi le Fantastic Fest. Il a commencé à faire parler de lui un petit peu l'année, on l'a passé en 2018, c'est en 2019 qu'il a commencé à faire parler le festival, en fait, il a été au BIF et tout, c'est là, et souvent il a eu des prix d'ailleurs, il a été au NIF aussi, je crois, il me semble, oui, il a été au NIF. Donc ouais, il a commencé vraiment en 2019 à faire sa tournée des festivals, et voilà, c'est toujours des trucs un peu qui tirent un peu, alors c'est marrant parce qu'à Toronto il y a plusieurs sections, et il y en a vraiment une qui nous intéresse particulièrement, c'est la Midnight Madness, c'est les Séances de minuit, c'est des films vraiment de genre. Et celui-là, il n'était pas du tout Midnight Madness, il était une section, on va dire, un peu lambda, quoi, et le nom flex tirait un peu là, mais la seule photo qui était, c'était mais Hirsch qui ouvrait une porte, c'était pas spécialement, c'était du genre, le scénario on disait pas trop justement, et donc j'avais un doute là-dessus, quoi, et c'est en voyant un CGS chez Lancer Mortel, et en plus les réalisateurs ils étaient là, ils étaient un peu flippés et tout, quoi, et j'ai adoré passer à Paris, vraiment et tout, hein, et j'étais hyper, comme je disais tout à l'heure, humble, vraiment c'était pas un terrain conquis, on va dire, quoi, ils flippaient vachement pour leur film, et je sais que l'engouement il est toujours là, quand on avait passé au kiff, quand on a annoncé que c'était lui gagnant, tout le monde était super content dans la salle, c'est vraiment, il y a un engouement pour ce film, quoi. Il plaît quand on le voit, quoi. Mais quand faut-il avoir l'idée de le voir, et c'est vrai que c'est là le boulot de donner envie aux gens de dire, allez le voir, c'est pas forcément de gens très connus, parce qu'il y a des gens connus dans le film, mais il faut dire, voilà, passez vos a priori, vous allez voir, vous allez prendre une petite claque. Il sort quand physiquement Il sort quand Le 8 janvier. Voilà. Quel de Noël Le concept qui est Noël après Noël. Voilà. C'est vraiment qu'il est tout pourri, on l'achète du coup. Voilà. Donc qui va venir au pif alors? Qui a peur de la RATP? Voilà, moi aussi. C'est le gros rassemblement. Vous venez, hein, on compte sur vous.
Ouais, sinon on peut mettre dormir dans le Mayflower si vous avez la semaine de libre, on peut mettre des canapés sur le lit, je sais pas comment. De toute façon, maintenant que vous connaissez le budget, vous allez les regarder d'un œil extrêmement bienveillant, en disant ce sont nos héros. En plus, on ne raconte pas vraiment, c'est vrai de vrai, hein, c'est trois fois rien. Vraiment, c'est amusant. En fait, j'aimerais bien pouvoir payer des gens qui bossent au festival depuis des années, mais c'est pas possible, quoi. Et justement, quand on était allé à la mairie pour la première réunion qu'on a fait avec eux cette année pour la subvention, quand on leur a dit, vous savez, on fait tout ça bénévolement, il faut pas pour tous les festivals qu'on aide. Et en fait, quasiment tous les festivals de Paris sont bénévoles. Je sais pas si il y a beaucoup de bénévoles chez vous. Que des bénévoles. Ils m'ont dit qu'en gros, c'est même la base. En fait, il n'y a pas d'argent dans la culture. Je le disais tout à l'heure pour ceux qui voudraient bosser dans la culture. Il n'y a pas de chine dans la culture. Et le seul moyen de faire les choses, c'est. Enfin, rigolez pas, mais j'ai été embauché donc, par monsieur chez Wellside il y a maintenant 6 ans, en fait, et je venais de l'informatique, donc j'avais pas du tout un CV dans le cinéma. Et parce que j'ai fait un festival tout seul et que j'avais donc créé mon travail, on va dire, quand j'ai créé mon CV en faisant mon festival from scratch depuis le début, c'est ce qui m'a permis d'avoir une légitimité et après d'être embauché, quoi. C'est quand on vous donne pas la possibilité de le faire, c'est pareil pour ceux qui voudraient faire des films, bah faites-le à côté. C'est ça qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de gens qui ont pu réussir dans ce système, mais ça existe quand même, il faut y croire. Et nous, on a monté un festival avec rien, enfin, Manouille, c'est pas non plus, c'est pas Hachette, c'est pas non plus un grand groupe, et donc il n'y a pas forcément des capitaux énormes. Mais voilà, après c'est juste du bon sens. Quand je dis toujours un festival, c'est du bon sens finalement, c'est amener des films, les proposer, les faire une sélection, les gens viennent le voir. C'est pas très compliqué finalement quand on réfléchit ce qu'on fait, c'est pas très compliqué quoi. Mais si on met des choses dans l'ordre, et même avec son argent, on y arrive quoi. Donc c'est ça que j'ai beaucoup parlé de pognon ce soir et on n'en avait pas beaucoup, mais c'est pour montrer qu'on peut y arriver. En fait, c'est pas super compliqué. Donc si vous avez envie, si vous n'êtes pas forcément sur Paris, vous êtes en proche banlieue et tout, vous voulez lancer un petit truc. Donc je dis toujours aux gens, tentez d'abord sur un week-end. Faites pas un truc très gros dès le départ. Tentez un week-end, passez genre 4-5 films sur un week-end, vous testez pour voir et tout. En ce moment, c'est marrant, j'aide un spectateur du PIF qui habite je crois, à Toulouse. Et ça fait plusieurs mois qu'on échange, je lui ai lancé plusieurs fois parler, je lui dis comment ça se passe pour les distributeurs, machin et tout. Et il a bientôt lancé son premier festival et il est super, il a monté une équipe et tout, il est super motivé et tout, quoi. Et n'hésitez pas si vous voulez, près de chez vous, lancer un petit truc et tout. Vous visez pas trop gros au début parce qu'on sait pas trop si le public va répondre, il n'est pas l'argent bêtement, on va dire. Mais lancez sur une petite séance comme ça peut être une soirée, quoi. Et vous voyez si ça mord, et si ça mord un petit peu, persévérer. Souvent, ça avance tout doucement sur Lyon, on a commencé, on avait peut-être 60-70 spectateurs par séance en moyenne, puis peu à peu c'est monté, maintenant on tourne à 200 en moyenne, et il a fallu, Lyon ça fait 13 ans que je le fais, ça a fallu un petit temps pour le faire. C'est assez décourageant, il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont laisser tomber au bout d'un an, mais je pense que le jour on voit la chandelle, si on maintient un truc et tout, et qu'on y croit, si on n'y croit pas, de toute façon ça ne durera pas. Moi j'ai vu plein de gens se lancer dans des festivals, dans des soirées, et on voyait qu'ils n'avaient pas la fibre, et du coup très vite ils ont abandonné, parce que des fois c'est pas gratifiant, des fois il y a 40 personnes dans la salle, mais c'est pas grave, on continue et tout, quoi. Et on a plein en France qui font ça. Je vois, il y a Marie qui est ici, qui fait Panic Cinéma, il y a à Metz, il y a Romain qui fait à Thionville, il fait des soirées bis depuis des années en passant du 35 mm et tout, quoi. Et il y a plein de gens comme ça qui essaient de faire vivre, parce que souvent on nous dit pourquoi vous faites un festival à Paris, il y a toujours que pour Paris et que pour Paris. Mais aujourd'hui, moi j'ai fait un festival à Lyon à la base, faites-le de chez vous, ça n'empêche pas. Et si les gens veulent venir, essayez, quoi. Vraiment, c'est pas compliqué. Vous trouvez des films, des fois les distributeurs, comme Joker, ils vont sortir un film. Vous savez que le film sort, je sais pas, le 30 avril, vous faites le festival Librairie, vous pouvez avoir fait le film avant, vous mettez une avant-première pour attirer les gens, vous mettez 2 films de patrimoine à côté pour compléter. Voilà, c'est pas compliqué de faire un festival, il faut juste être organisé, avoir une équipe qui vous suit et avoir un projet, quoi. C'est tout. Non, mais moi je veux que les gens voient plus en plus de films, je veux que ça soit démocratisé. Pour qu'un mec qui habite dans une ville moyenne, il n'a pas le droit d'avoir ça chez lui aussi, quoi. Moi j'allais avant à Paris, moi j'étais lyonnais, j'allais à l'étrange festival à Paris parce que je voulais pas si je filmais à Lyon, j'allais une semaine là-bas pour voir les. Non, ça va, mais Lyon, bizarrement, c'était quand même un peu la mort, quoi. Enfin, je sais, c'est des lyonnais ici, mais c'était un peu la mort, Lyon. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous sentez l'âme de passer des films, c'est cool d'échanger après une séance, c'est vraiment je pense que c'est la fin là, non? Voilà, ils sont en train de se tirer, donc que ça a été décrété. Je vais faire une petite transition, digression. David, j'ai vu House of the Menger. Ouais. J'ai trouvé vachement bien. Ah. C'est le seul que j'ai vu de votre bah, festival. C'était le meilleur. Et malgré tout, ça reste quand même très compliqué. On hésite vachement. Je veux bien le croire. C'est pas un film facile. Hein. Non, il n'est pas facile. Par contre, réalisatrice, je pense, de grand talent. Ouais. Par contre, on va récupérer The Quiet Family. Ah. Que vous avez passé aussi, donc cette année, comme quoi ça fait des rappels. Ça aide. J'avais une autre question à la con, mais qui n'a rien à voir par contre.
Est-ce que certains d'entre vous ont vu un film qui s'appelle Never Grow Old, ok, au moins une, d'un réalisateur qui s'appelle Ivan Kavanagh. Tu l'as vu, Jésus, aussi? Vous pouvez me dire un peu comment vous avez trouvé le film, s'il vous plaît? Je ne l'ai pas vu, hein, c'est pour ça que je suis en train de... Il faudrait me rappeler, le nom me dit quelque chose, mais il faudrait me rappeler le scénario. Ouais, parce que j'en vois tellement que on les noms, dirait en fait, un décalque de Brimstone. Ah oui. C'est aussi avec Emily Hirsch. C'est aussi avec Emily Hirsch, ouais. Oui. Petit langage qui pourrait faire penser d'ailleurs un petit peu à la communauté de The Witch, c'est-à-dire une communauté très scindée autour de l'église. Et un jour, il y a 3 types un peu louches qui arrivent ils cherchent quelqu'un. Apparemment, quelqu'un, je ne vais pas trop spoiler. Et en gros, ils vont, en gros, c'est Satan qui arrive au paradis, qui va tout corrompre. C'est vraiment très très bien. C'est un tout petit budget, ça se voit que le réal a vraiment su magnifier tout, le moindre sou qu'il avait. Il y a une photo de dingue qui travaille beaucoup sur les clairs-obscurs, sur les zones de contraste, et s'en sert beaucoup d'ailleurs pour caractériser ses personnages à travers sa mise en scène. Et je vous invite à le voir, je ne sais pas pourquoi tu vas sortir ou Non, du tout, il sort en DVD là. Ouais. Mais en fait, je voulais avoir des avis sur le metteur en scène en fait. Ah, il va en caméra. Ouais. En tout cas, j'en ai un très positif. Oui, très positif pour moi. Il faisait les bandes annonces du PIF les premières années. Paul bossait sur le PIF. Au début, il faisait les bandes annonces du PIF les 3 premières années, c'est Paul qui les a fait. Il est monteur. Enchanté. Autre question, maintenant que j'ai fait mes digressions. Et non, c'est comme ça qu'on s'appelle une soirée. Je ne sais pas s'il y a autant de gens qui veulent aller voir des coups qu'aller au PIF, mais si jamais il y en a qui veulent, c'est possible. Mais c'est-à-dire qu'il faut aller dans un bar, ensuite tu peux sortir ta carte bleue. C'est dans le budget du PIF. Merci beaucoup à tous.